2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Éco. Comme d'habitude, ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'État français n'a toujours pas de budget pour 2026. L'Assemblée nationale a néanmoins adopté de justesse le budget de la sécurité sociale mardi 9 décembre. Quels enseignements en tirer? Quels sont les enjeux du projet de loi de finances du Premier ministre Sébastien Lecornu? Quels sont les outils institutionnels dont il dispose pour le faire passer? À quelle sauce les Français seront-ils fiscalisés l'an prochain? Pour en parler, nous recevons Philippe Béchade. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la Lettre des Affranchis. Philippe Béchade, le budget de la Sécu, je le disais en entrée, a été adopté par les députés le 9 décembre. Que faut-il en retenir à l'heure actuelle ? Qu'on a assisté à un festival de fausses dercheries politiques. On nous fait passer les concessions des uns, les compromissions des autres pour le sens de la nation, ne pas plonger le pays dans le chaos, la responsabilité. On a bien compris qu'en fait, le but, c'était que certains députés conservent leur siège, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu dissolution. D'ailleurs, le politique a pris le pas sur le réel. Complètement. On nous parlait de 40 milliards d'euros d'économies à trouver. Où sont-elles ? Sous François Hollande, aucune économie n'ont été trouvées pour ce budget de la sécurité sociale. Et des taxes en rafale. Alors, j'ai vu, mais je ne sais pas si on doit y croire ou pas, j'ai vu qu'il allait quand même y avoir 400 millions d'euros d'économisés sur l'hôpital. Alors je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est ridicule. 400 millions par rapport à 40 milliards, on est de l'ordre de 1%. Alors les retraites, oui, vont nous coûter cher, une fois de plus. L'essentiel de l'impasse, je le répète, je le redis, c'est des exemptions accordées aux entreprises qui font que les équilibres sont pas respectés. Sans quoi, théoriquement, si tout le monde versait ce qui est prévu, on ne devrait pas avoir une telle impasse sur le financement des retraites. Le problème, c'est qu'on est dans un pays où on est déjà tellement fiscalisé que l'on accorde des dégrèvements, des exemptions à toutes les entreprises. Plus particulièrement celles dont les dirigeants ont quelques accointances avec les éminences de Bercy, parce qu'ils ont fait l'inspection des finances ensemble, ou qu'ils sont de la même promotion à l'ENA. Et puis voilà, chacun tire un peu la couverture. Et quand chacun tire la couverture, c'est le Français qui, lui, se retrouve nu, quoi. Pêle-mêle de 3 mesures: limitation de la durée des arrêts de travail, taxation exceptionnelle des complémentaires santé, 1 milliard, rehaussement de la CSG sur le capital. De la CSG au sens large. Donc, ouais. Le capital, oui.
le plafond des 30%, il passe à 31,40. La taxation libératoire des PEA, des assurances vie va passer à 18,60. Voilà. Allez, dirigeons-nous allègrement vers les 20%. Après tout, en 2026, il faudra encore en remettre une couche. L'augmentation de la CSG va par contre amputer un petit peu les retraites perçues. Mais je pense que ça vaut mieux que l'année blanche, où on ne répercutait pas l'inflation dans le calcul de l'impôt. Imaginons que l'inflation soit à 2,30, 2,40, ce qui est à mon avis plus proche de la réalité que les 1% qu'on nous annonce. Ça aurait été effectivement assez pénalisant. Alors maintenant, vous n'avez pas encore posé la question, mais je sais qu'elle allait venir. Où sont les économies dans tout ce que l'on vient de voir? Et comment se fait-il qu'on ne nous parle jamais des milliards, dizaines de milliards qui ont déjà été fléchés vers l'Ukraine ou qui seront fléchés vers l'Ukraine pour les 2 prochaines années? C'est juste énorme. Et à part ça, effectivement, on va aller alors encore être plus intrusif et plus vigilant sur les arrêts de travail. Les complémentaires, effectivement, vont être taxés. D'ailleurs, je le dis, ce n'est pas un impôt, mais le coût des mutuelles va évidemment augmenter. Donc ça, l'État dira, c'est pas moi. N'empêche que le salarié, si son entreprise lui fournit une couverture via une mutuelle, il y aura moins d'argent à la fin du mois sur la fiche de paye. Parce que le versement aux mutuelles va augmenter. Un point positif selon le gouvernement, un déficit de la Sécu qui passerait de 23 milliards cette année à 19,4 l'an prochain. Oui. Bon. Ça fait, d'après mes calculs, c'est à peu près 15% du budget de l'État. Voilà, pour qu'on se fixe les choses. Maintenant, 19 milliards à rechercher sur les marchés financiers, c'est pas grand-chose par rapport aux 325 milliards. Voilà. C'est ce que je disais, de l'ordre de 15%. Ça ne fera pas trembler, en tout cas, nos créanciers. Et d'ailleurs, je vois que l'écart de rendement entre le Bund et l'OAT, c'est-à-dire le prix où se refinance l'Allemagne, où se refinance la France, on est revenu autour de 70 points, alors qu'on était monté à plus de 85 quand la survie politique du gouvernement Lecornu n'était pas assurée. Donc je dirais que là, vraiment, on est revenu dans une zone de non-stress. Voilà. Donc on va effectivement encore nous dire c'est énorme, 19 milliards, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de stress. Passons à présent avec vous au budget global de l'État. Donc le Sénat a déjà adopté la partie recettes de ce projet de loi de finances pour 2026 après l'avoir remanié, mais le vote évidemment le vote global reste encore très incertain à l'heure actuelle. Quelles sont les possibilités institutionnelles qui s'offrent au Premier ministre pour le faire passer ? D'abord, le vote démocratique, il sera ce qu'il est. On sait que l'Élysée et Matignon vont faire la pression sur les uns, sur les autres, pour obtenir à peu près le même genre de scénario sympathique qui a permis l'adoption du PLFSS. Mais il n'y a rien de garanti à 100%. Maintenant, si on arrive à une impasse, parce que le Sénat retoque et que l'Assemblée dise à ce moment-là, non, c'est plus les principes pour lesquels on s'est prononcé et que l'on a agréé, à ce moment-là, va rester après l'article 47. Voilà. Et du coup, il n'y aura même pas de dépôt de motion de censure possible. C'est finalement mieux que le 49.3. Parce que le 49.3, voilà... On peut être renversé. On est toujours à la merci d'une motion de censure. Bon, elle passerait pas parce que les mêmes qui ont voté pour le budget parce qu'il y a soit dit en report de la réforme sur les retraites, ils vont pas se dédire
Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cet article 47. C'est faire passer le budget par ordonnance ? C'est l'équivalent d'une ordonnance, sauf qu'il y a un petit vernis démocratique dessus, c'est-à-dire que on considère que l'Assemblée et le Sénat sont tombés d'accord pour un budget technique. Et à partir du moment où il y a ce plus petit commun dénominateur, il n'y a pas de censure. C'est-à-dire on regarde l'intérêt, les intérêts supérieurs du pays. Mais c'est quand même l'Élysée, à ce moment-là, qui décide de ce recours. Voilà. Donc l'article 47, c'est un article 49.3 qui ne dit pas son nom. Ah oui, c'est ça. Alors, je ne sais plus s'il a déjà été dégainé une fois au cours L'article 47, jamais dans la Ve République. Je crois. Mais il existe. Voilà, c'est la dernière arme à la disposition d'un président confronté, effectivement, à une assemblée où aucun consensus n'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les déficits de 2025 ressortent. On repart pour un tour en 2026, alors peut-être même un petit peu augmenté. Moi, je pense qu'une nouvelle fois, les recettes de TVA ne seront pas au rendez-vous. Tout simplement parce qu'on va effectivement augmenter les taxes sur les carburants, puis le prix de l'électricité va augmenter. Bref, les gens, la fin de mois a commencé le 20, maintenant ça va être le 16 ou le 17. Donc les gens vont moins dépenser. Donc on va peut-être plus récupérer en taxes, mais on récupérera moins en TVA. Donc s'il y a moins de TVA, il y aura davantage de déficit. Donc, ce que vous nous expliquez, Philippe Béchette, c'est que ça sera donc bien le projet de loi de finances de Sébastien Lecornu qui sera finalement, on le pense, adopté pour 2026. La première question qui intéresse nos téléspectateurs, évidemment, c'est la question des impôts. À quelle sauce vont-ils être mangés cette année ? Alors là, on voit qu'ils ont pris le plus grand soin de ne pas augmenter les impôts. Mais aujourd'hui, on s'en fiche parce que la CSG et la TVA sont vraiment les deux principales mamelles de Bercy. Donc la CSG, s'applique à l'ensemble de tous les revenus de toute nature. Donc efficacité maximum. Augmenter la TVA, certains y pensent, ou l'augmenter sur certaines catégories de produits très impopulaires. Je ne pense pas que ça sera la voie. En revanche, il y a une contribution spéciale, exceptionnelle sur les très très hauts revenus. Donc je rappelle qu'aujourd'hui... 6,5 milliards d'euros grâce aux plus aisés. C'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on va se rapprocher des 50% d'impôts. Puisqu'en fait, on a déjà... depuis François Hollande, une contribution additionnelle pour les très très hauts revenus, au-delà de 45. Donc là, on va vraiment s'approcher des 50. Voilà. Et puis, bien sûr, il y aura des recettes supplémentaires sur les revenus du capital, qui sont l'essentiel de ce qui est taxable pour les très grandes fortunes. Il n'y a pas de salaire, ça n'existe pas. C'est des revenus de dividendes, des revenus sur le capital. Donc ça, oui, avec l'augmentation de la CSG, c'est déjà efficace, avec peut-être un 0,5% supplémentaire. On va aller effectivement prendre plus d'argent aux très très riches. Hausse des impôts pour les plus aisés, semble-t-il. Côté dépenses publiques, ça sera 10,5 milliards d'euros de plus par rapport à l'année prochaine. Donc aucune économie. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait encore une fois pas réussi à trouver la moindre économie, que ce soit dans le PLFSS ou pour le budget global qui va nous tomber dessus ? Alors, une des raisons pour lesquelles on ne va pas chercher des économies, c'est que beaucoup de députés, de très hauts fonctionnaires vivent sur la bête. Donc, il y a de l'argent et des sommes importantes, des salaires à plus de 120, 130 000 euros versés à des hauts fonctionnaires dont on ne sait pas trop ce qu'ils font.
mais on sait que leur nombre a doublé depuis qu'on a créé cette couche supplémentaire, couche administrative des régions. Donc on a fait exploser le nombre de grands superviseurs extrêmement bien payés. Vous avez tous les gens qui sont à la tête d'agences d'État et leur conseil d'administration, si j'ose dire, les experts, ça se paye cher un expert, évidemment. Sinon, l'agence, elle n'est pas efficace, donc il faut des gens de qualité. Hein. Donc, énormément d'argent versé aux agences. Et j'arrive pas à... Enfin, moi, je cherche sur Internet, j'arrive pas à trouver des rapports d'agences qui permettent à la France, de faire des économies, des progrès technologiques, de devenir compétitif, d'essayer de concurrencer les GAFAM, etc. Une fuite en avant parce qu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale ? En fait... les députés ne s'attaquent pas à toutes ces petites recettes, mais quand même très sympathiques pour ceux qui les touchent. Et quand on fait le total de ce que coûtent les agences, les ONG, les commissions X, Y, on est sur des plus de 100 milliards. Et c'est juste énorme. Et vous imaginez une entreprise qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires, donc là on est sur du LVMH, etc., où on ne saurait pas ce que font les salariés, ni quelle richesse ils ont créée. Ça n'existerait pas. C'est fantastique quand même. On parle de cette échelle de 100 milliards et on ne sait pas si ces gens ont travaillé, s'ils ont produit quelque chose et si la France en retire la moindre richesse. C'est quoi ça ? C'est de l'argent donné, moi, ce que j'appelle au petit marquis de la République. C'est de la faute, selon vous, cette fuite en avant, comme je le disais, du président de la République avec cette dissolution, le fait qu'il n'y ait pas de majorité, donc en fait on ne prend aucune décision, on ne fait aucune économie, on continue en fait le système que l'on connaît depuis 40, 50 ans. Oui, alors le président n'est pas celui qui a inventé ces petites pantoufles dorées qu'on distribue aux amis, aux obligés du système. Là, ce qui est extrêmement choquant depuis 2017, c'est l'échelle que ça prend. C'est-à-dire que l'Élysée et le Prési-Roi entretiennent une cour aux frais des contribuables. Des gens... bien en cours à l'Élysée, sont placés à tous les postes sans avoir la moindre compétence qui justifie qu'ils soient placés là et bien rémunérés. Et on voit que finalement, les mœurs, depuis 2017, sont quand même très, très proches de celles qu'on avait sous François Hollande. Et que, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais il se trouve que les plus grands bénéficiaires des plus belles places, des plus grosses pantoufles dorées sont des cadres socialistes. Donc ces gens-là ont quand même noyauté l'État et ils ont trouvé finalement un président qui trouve que la façon dont ils font fonctionner les choses, elle est quand même, elle est assez pertinente et le président fait exactement avec son entourage proche ce que faisaient les socialistes avec le leur avant de changer d'étiquette, parce que Macron a été élu avec des transfuges du PS, essentiellement. Enfin, en tout cas, la première assemblée avec la forte majorité dont a bénéficié le président, c'était beaucoup de gens transfuges du PS. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, sont remerciés et se servent et tapent dans la caisse. Et vous pensez bien que c'est pas eux qui vont dire « Ah nous, on sait où il y a des économies à réaliser. » Mais bon, comme ça les toucherait, évidemment. Ils font comme si ça n'existait pas. On nous annonce un budget avec un déficit pour l'an prochain de 4,7%. Cette année, on est à 5,4. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le coup de Bruno Le Maire qui avait sous-estimé ce déficit il y a quelques années, 4,7? Est-ce que c'est tenable selon vous pour l'année prochaine? Je ne connais pas un économiste pour croire qu'on fera 4,7 de déficit. Déjà, si on n'arrive à pas empirer celui de 2025, on sera assez content.
Maintenant, il faut comparer le déficit français à celui de voisins. Donc, il y a un peu pire peut-être du côté de la Belgique. Il y a beaucoup pire du côté des États-Unis. Il y a infiniment pire du côté du Japon. Voilà. Mais il faut toujours se comparer à ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, il se situe maintenant plus au sud. Donc, il faudrait regarder pourquoi ça va mieux. Plus au sud. Au Portugal, en Italie. Espagne. Voilà. Et ce qui fait que ça va mieux dans ces pays-là, on va surtout pas le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire le déficit ? Giorgia Meloni est souvent citée en exemple. Alors, une réforme des retraites, oui, quand même, qui a permis de rétablir les équilibres. Et puis, de très bonnes relations avec la Chine, de bonnes relations avec l'Algérie. On nous parle d'un Emmanuel Macron qui menace la Chine actuellement de droits de douane. Absolument. Donc vous avez d'un côté Giorgia Meloni qui accueille les bateaux chinois à Gênes, qui est un port aujourd'hui vraiment qui est le port de prédilection des exportations chinoises. Lune de miel entre Giorgia Meloni et son prénom, Tebboune, c'est... Oui, le président algérien. Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, ouais, voilà. Président algérien. Voilà. Donc nous, on est fâchés, évidemment, avec l'Algérie. Notre président rentre de Chine, il rentre avec deux peluches, deux pandas pour le zoo de Beauval. Immédiatement, il s'empresse de dire que, finalement, on va faire comme Trump, on va aussi coller des droits de douane à la Chine. J'ai jamais vu ça. Un président qui rentre d'une visite dans un pays où il prétend que ça s'est bien passé, qu'on a eu des discussions franches, et aussitôt rentré, expliquer qu'il va leur en mettre un bon coup, quoi. Mais est-ce que quelque part, il ne veut pas rééquilibrer le déficit commercial avec la Chine, qui est extraordinaire aujourd'hui ? Comment voulez-vous... Je me fais l'avocat du bien diable. sûr, mais comment rééquilibrer quand on dépend complètement de la Chine, enfin les terres rares... Et quand on n'a plus rien à échanger. Les terres rares, il paraît qu'on va se remettre en raffiné à La Rochelle, voilà. On avait d'ailleurs la seule usine de raffinage d'Europe, à La Rochelle, on l'avait fait fermer parce que les écologistes n'aimaient pas ça. Bon, là, ça va recommencer à fonctionner, mais ça va apporter 0,5% des besoins de la France. Tout le reste va continuer de venir de Chine, les batteries vont continuer de venir de Chine, les éléments des éoliennes majoritairement de Chine, les panneaux photovoltaïques de Chine, les microcontrôleurs pour les voitures électriques et les batteries de voitures électriques viennent de Chine. Enfin, est-ce qu'on peut se permettre de dire comme ça, faut rééquilibrer, mais d'accord, rééquilibrons. Les États-Unis, eux, ils ont réussi à faire pression un peu sur la Chine. Ils ont réussi à un moment à leur vendre du GNL et du soja. Bon, nous, on continue d'expédier des articles de luxe, dont je rappelle qu'ils sont taxés à plus de 50% en Chine. Voilà. C'est pas avec ça qu'on rééquilibre le commerce extérieur. Donc, rééquilibrer, si c'est rééquilibrer par des droits de douane punitifs, simplement parce que nous... on produit rien dont la Chine a besoin ou dont elle a envie. Voilà, c'est tout. On va simplement envenimer nos relations. J'entendais notre ministre de l'économie, Roland Lescure, affirmer que la croissance pour cette année atteindrait finalement 0,8%. La croissance pour l'année prochaine devrait, selon nos experts du gouvernement, atteindre 1%. On entendait récemment le président nous dire ceci: elle est beaucoup plus forte qu'on ne le dit économiquement, la France. Regardez les derniers chiffres, la moitié de la croissance de la zone euro, c'est la France. Alors sur la croissance, où en est-on ? Est-ce que la France fait la moitié de la croissance économique de la zone euro ? Wow. Mais c'est ce qu'il nous a dit texto. La moitié de la croissance de la zone euro, c'est la France. J'ai du mal. La Pologne, c'est 3%. L'Espagne, on doit être à 2,7. L'Italie, 2,4. Et nous, avec nos 0,8, on va représenter la moitié. J'avoue que je sais pas comment ces chiffres ont pu être calculés. Mais bon,
Voilà, ils disent ça avec leur bouche, hein, mais j'aimerais bien un peu de fact-checking là-dessus. On nous annonce aujourd'hui 0,8% de croissance. Vous avez déjà vu un pays avec 0,8% de croissance perdre 70 000 entreprises? C'est le nombre de faillites d'entreprises cette année. C'est les chiffres Banque de France. Hein. On en avait 66 000 déjà de faillites l'année dernière. Là, sur 12 mois glissants, les derniers chiffres de la Banque de France, je les ai consultés le week-end dernier. Donc pire que l'année dernière. On est 5% de faillites en plus, ouais. 5 ou 7 même. J'ai jamais vu un pays avec 0,8% de croissance qui a une telle mortalité dans ses entreprises. Et là, on parle de PME de 5 à 50 salariés. Là, j'ai vu récemment une carte avec les plans de licenciement annoncés pour des boîtes de plus de 50 salariés. On a 165 sur le territoire français, là. Les dossiers sont déjà au tribunal, là. 165. Alors oui, effectivement, il y a quelques grandes entreprises américaines qui ont ouvert des unités de production, mais qui n'embauchent quasiment pas de salariés. Tout est automatisé. Hein, c'est des grands entrepôts remplis de cybernétique. Mais le président nous parle de la réindustrialisation de la France. D'ailleurs, dans le cadre de l'Union européenne, il dit même qu'il s'est fixé pour objectif de faire grimper à 15% la part de l'industrie manufacturière. C'est-à-dire 50% d'ici de plus. 2035. C'est 50% de plus par rapport au niveau actuel. Oui, on est autour de 10%, le PIB. Mais là, on est devant une hécatombe de période de crise sévère. Là, je replaçais les choses dans leur contexte. Là, on est pire qu'en 2010 en termes de mortalité des entreprises. Et qui est touché? Tout ce qui est sous-traitance automobile. La sous-traitance également de l'aéronautique. Il y a des difficultés. Et alors, le gros morceau, c'est tout ce qui touche à la construction, à l'immobilier. On connaît la crise d'activité dans le secteur immobilier, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais de très loin. On est très très loin, au-delà, dans le pire de ce qu'on a connu de 90 à 93. Qu'on se rende compte. On ne construit pratiquement plus de logements. Les artisans, ceux qui installent l'électricité, la plomberie, etc., ils n'ont plus de travail. On n'a jamais vu ça. Alors qu'on a un besoin de logement qui est probablement le plus élevé depuis 50 ans. Parce qu'on a une démographie qui fait que les gens divorcent davantage. On a aussi pas mal de gens qui viennent de l'extérieur de nos frontières. On a besoin vraiment de logement, un vrai besoin. Et là, le manque de logement, c'est pas parce qu'il y a des spéculateurs qui accaparent les mètres carrés. Alors oui, c'est vrai, on en détecte sur Paris. Effectivement, il y a quelques lits froids, comme on dit, mais c'est l'écume des choses. La réalité, c'est que l'État a, lui-même et délibérément, créé un véritable crack de l'activité dans le secteur immobilier, qui était le seul sur lequel on avait vraiment un levier. C'est-à-dire qu'on peut dire, la France, aujourd'hui, n'a pas trop de croissance. On va peut-être faire un truc un peu à la chinoise, c'est-à-dire qu'on va relancer le logement, la construction. Donc ça va créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Ça va refaire de l'activité. Qu'est-ce qu'on a fait? Le seul levier sur lequel on a vraiment une capacité décisionnelle et de mettre, comme on dit, d'aligner les planètes. Et là, on a dit, on éteint tout. C'est pire que du masochisme, c'est du sabotage. Il y a un besoin de logement, on a la capacité de dire on fait quelque chose pour soutenir le secteur et on l'enterre littéralement. Et on crée des dizaines de milliers de licenciements par mois. C'est ça qui se passe, c'est ça toutes ces PME qui ferment. Et il y a celles, dont je disais aussi, qui sont liées à l'automobile. Parce que l'électrique, je rappelle qu'il y a 60% de pièces en moins, bien sûr des pièces de moteur, 60% de pièces en moins dans un véhicule électrique. Donc tous les sous-traitants qui fabriquaient une partie de moteur, un carburateur, etc., plus besoin.
Si on essayait de faire un bilan économique et financier de l'année écoulée, Philippe Béchade, quel indicateur serait le plus révélateur en dehors du nombre de faillites que vous venez d'évoquer, 70 000, disiez-vous à l'instant, pour l'année. Chiffre Banque de France. Ouais. Ouais. Ça serait pour vous cela l'indicateur le plus révélateur de l'année ? Alors, là, le constat qu'on peut faire, alors que nous, on a énormément brassé d'air avec les déficits, etc., c'est que pour l'instant, nos créanciers continuent de nous faire confiance. On a commencé l'année avec un spread OAT-Bund à 70, et on va finir l'année à 70, avec une pointe à 85. On n'est pas allé à 200 points de base, comme certains le craignaient. On n'a pas vu les taux français monter à 5. Cette confiance, ça vient du fait que l'État perçoit les impôts de manière régulière, sans contestation. Alors pour ça, on peut pas. C'est que les recettes arrivent dans les caisses. Mais absolument. Le créancier se dit, quand on voit les députés qui ont déposé 2000 amendements, et chacun de ces amendements, c'était une façon de piquer du pognon. Tout va bien. Voilà. Hein, tant qu'on a de l'imagination et qu'on a encore des petits leviers qu'on peut actionner, des recettes, etc. Mais le levier qui va être actionné en 2026, je l'ai un peu zappé, c'est que ça va être, au lieu d'aller chercher plus d'argent dans les poches, c'est d'en verser moins aussi, au travers des indemnités chômage, des congés maladie, etc. Tout ça, ça va se resserrer, ça va se durcir. Donc d'un côté, on prend encore dans la poche, mais de l'autre côté, on en verse moins. À chaque fois, ce qui arrive, c'est le pouvoir d'achat qui est plombé, qui est laminé. Justement, ce pouvoir d'achat, l'inflation, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de ce qui s'est passé dans le panier de la ménagère cette année ? Il y a eu pas mal quand même, heureusement. Une baisse. Le débat qui nous remet en contact avec la réalité, c'est le coût de l'alimentation. Et pour un ménage à revenu modeste, on est sur 15-20% du budget mensuel. Peut-être même plus. Donc là, quand vous avez une inflation qui est mesurée au-delà de 3, parce que c'est de ça dont on parle. Alors après, oui, l'inflation a baissé grâce au carburant. Année merveilleuse, 2025. On était à 2 euros le litre sur le samplon, on est maintenant autour de 1,68. Ça soulage quand même. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aura peut-être pas ça l'année prochaine, je le dis, l'année prochaine, et j'anticipe un risque de rebond du prix du pétrole, on en parlera peut-être dans un autre débat, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, auquel il faut se préparer, le rebond du prix des carburants, le rebond du prix du fuel, donc le fuel qui sert également à se chauffer. 2026, on part sur des hypothèses que tout reste égal par ailleurs, et sur le front de l'inflation, je pense qu'on n'a pas tenu compte de tous les paramètres. Pour en revenir à cette année, on nous annonce une inflation digne des années 2015-2016, quand tout allait bien. Je persiste à dire que la jauge de l'inflation ne reflète absolument pas la réalité. On sait comment l'inflation est calculée par l'INSEE. Voilà. Et on sait que ça ne reflète pas du tout la réalité, les loyers, les taxes diverses, les mutuelles qui vont augmenter, je l'ai dit. Voilà. Tout ça, c'est pas vraiment de l'inflation, mais ça renchérit le coût de la vie. Alors, les mutuelles, tout le monde n'en dispose pas. Donc on ne le met pas dans le calcul de l'inflation. Parce que c'est pas tout le monde qui a des mutuelles. Mais quand même, la majorité des gens en ont. Et là, ça va encore être saignant l'année prochaine. On a 70 000 faillites d'entreprises cette année. Est-ce que sur les marchés, c'est l'hécatombe en 2025 ? Est-ce que vous pouvez également nous faire un panorama, un résumé de ce qui se passe sur les marchés cette année en 2025 ? Alors sur les marchés, donc j'ai dit, pour l'obligataire, finalement, toutes les turpitudes politiques ont eu très 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 peu d'impact, réellement. Les valeurs françaises, alors si on prend comme référence le CAC 40, je
pense que les boîtes du CAC 40, elles font 70 ou 75% du chiffre de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc elles ne sont pas un vrai bon benchmark. Il faudrait vraiment aller regarder dans les small caps, dans les valeurs SBF 120, mais plutôt le dernier tiers du classement, pour voir la réalité. Bon, grosso modo, si on prend le dernier tiers des boîtes du SBF, on est sur une année blanche. On est sur une année blanche alors qu'il y a quand même... Ni ça gagne, ni ça perd. Alors qu'il y a quand même tout un tas d'entreprises, 70 000 entreprises qui ferment. Qui ne sont pas... Alors la plupart n'étaient pas cotées. Elles ne sont pas cotées au SBF 120. Mais elles comptent quand même dans le paysage local. Et... Pour en revenir donc aux plus petites capitalisations, il y a quelque chose qui fausse complètement la perspective. On nous dit ah oui, cette année le compartiment C d'Euronext c'est quand même pas si mal. En fait, vous avez deux valeurs qui ont littéralement écrasé tout le reste, biotech et techno, qui font des performances un peu à la Nvidia et qui masquent le fait que les autres ne gagnent pas d'argent. Donc attention, quand on nous dit, regardez, non, mais le baromètre des PME, des petites boîtes, cette année, c'était quand même bien. Retirez les deux grands vainqueurs et vous avez un tableau qui est complètement gris. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre de cette fameuse co-belligérance que le président Macron organise contre la Russie? Combien ça coûte, ces milliards qu'on envoie? J'ai l'impression que les Français n'ont plus les idées claires sur ce sujet. Alors combien c'est quelque chose qui échappe complètement au contrôle du législateur. C'est incroyable, on en parlait. On va vérifier que les arrêts de travail ne sont pas des arrêts de travail de complaisance ou fictifs. On va encore marquer plus à la culotte les chômeurs. Chaque fois qu'on dit qu'il faut remplir les caisses de l'État et il faut combattre évidemment la fraude, etc. Et donc, on va combattre des choses où si on sert, on va tirer 100 millions par-ci, 130 millions par-là. Et vous avez de l'autre côté des 13, 15, 20 milliards qui partent vers l'Ukraine avec aucun contrôle, ce qui est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est le silence des médias. C'est fantastique de ne pas parler de quelque chose aussi colossal. Alors qu'il y a quelques mois, je crois que c'était en février, 16 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine avaient disparu. L'Ukraine disait n'avoir pas reçu ces 16 milliards, ils se sont envolés. Bon. Alors, on a vu là, avec Andriy Yermak qu'il y avait fait un système de détournement bien rodé. Le bras droit du président Zelensky. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que l'argent transite par l'Estonie, dont la première ministre est Karakalas. Elle était déjà aux affaires en 2021. Elle est restée jusqu'en décembre 2024. C'est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle est devenue la ministre des Affaires étrangères européennes, nommée par Ursula von der Leyen. Cette Karakalas est hystériquement anti-russe, l'a toujours été. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'essentiel de l'argent des contribuables européens passe par l'Estonie et qu'il n'y a aucun contrôle. J'avoue que là... Je suis face à une espèce d'énorme mystère et je m'étonne que les gens soient, que les médias, que nos députés européens soient pas plus curieux. C'est étonnant ce circuit et l'argent dont on ne sait pas ce qu'il devient. Donc là, pour 2026-2027, on nous explique qu'il va falloir 210 milliards pour l'Ukraine. La quote-part de la France, ça sera 35. Une trentaine, je crois, oui. 35 milliards 33, 35 Ouais, c'est ça, sur 210. J'avais entendu 33, ouais. C'est gigantesque. 33 milliards, c'est 7 ou 8 EPR. C'est des dizaines d'hôpitaux, CHU, par le petit hôpital d'une bourgade. Je parle le grand CHU avec 6 bâtiments, etc. Est-ce qu'on peut, Philippe Béchat, pour terminer cet entretien, trouver un point positif à l'année 2025 ? On est encore en vie. La France, je dis, on est encore en vie.
La France trouve encore facilement à se financer. Sur le plan social, ça a été très très calme. Il n'y a pas eu de grande manifestation. Donc on va dire qu'il n'y a pas d'effet gilet jaune de non-consentement à l'impôt ou à la taxe. Bon, le gilet jaune, c'était un non-consentement à la taxe. Là, la taxe qui a mis sur les ronds-points les gilets jaunes, là, on nous la ressort, là. Entrée en vigueur début 2026, puis rien. Il ne se passe plus rien. Vous avez quelques ténors comme Alexandre Jardin qui disent « Enfin, faut qu'on se réveille ». Mais en fait, les gens sont complètement éteints. Là, ce qui rentre en vigueur au début de l'année 2026, c'est ce qui a déclenché la fronde des Gilets jaunes. On aura l'occasion, Philippe Béchade, de reparler avec vous de ce qui nous attend exactement pour 2026. Vous évoquiez une hausse du pétrole, probablement un réveil citoyen à l'égard de ce que vous évoquiez tout à l'heure. On en prend de plus en plus sans en redistribuer. Ça sera l'occasion d'un nouveau numéro de Politique et Éco. Il n'y aura pas de chronique économique et financière à la suite de cet entretien de Philippe Béchade, puisqu'on vient de vous recevoir pendant un certain temps. Quant à nous, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Charles-Henri Gallois. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.